Petit conte gothique pour âme sœur et bien luné. 7e conte gothique, la table des philosophes. Ne criez pas votre bonheur trop fort. La jalousie a le sommeil léger. Voilà une injonction fort avisée dont j'ai pu vérifier maintes et maintes fois le bien fondé. Ce qu'il faudrait, c'est une nouvelle aristocratie, une aristocratie de l'esprit, où le mauvais goût serait bien sûr exclu absolument. Mais, comme c'est l'heure mauve de la grande illusion écarlate, il faut certains rites de passage par-devers le silence du troupeau, car seule la science du cœur amènera le temps des nouveaux seigneurs. Or, n'est-il pas vrai que les enjeux fondamentaux résisteront toujours à l'impassible mouvance du temps, et ce, malgré la véhémence du flux des données dans la broyante mécanique ondulatoire? Et c'est en approchant la tour des morts qu'on sait que chaque jour est un adieu, et que les fleurs meurent aussi. Et, à cet égard, il nous restera toujours les poèmes païens d'Alberto Cairo pour nous consoler du silence fascinant de la belle Lorelai et de sa petite légende rhénane. Et c'est ici qu'intervient le mythe de la cité interdite, où le très corruptible mandarin noir, pour s'être moqué effrontément de toutes les questions d'honneur, subira la malédiction des ancêtres. Sale temps pour la planète, me dis-je, dans cette accablante grisaille, alors qu'on sait bien que la maison éternelle, dans les rafales des morsures du dragon, en viendra fatalement à crouler sous l'immense masse de désinformation et de tous les signes ostensibles de forfanterie où le vrai devient faux et le faux devient vrai. Ainsi se propageront les puissantes caricatures des doges mystiques, et s'ouvriront toutes sortes d'oppressantes chasses aux sorcières. Et méticuleusement se répandra partout l'odeur sulfureuse de la peur primordiale, alors que s'élèveront dans les ténèbres les si tristes chants pour les enfants morts. Il m'arrive parfois de rire tout haut seul, surtout quand je vois le dernier Yakuza dormir avec les fantômes après avoir chanté à tue-tête « Mexico City Blues ». Par ailleurs, je vous signale que prendre son envol pour Cassiopée n'est pas une mince affaire. En effet, il faut d'abord s'assurer d'avoir bien en main un peu d'herbe rouge, ce qui nous permettra une certaine approche du continent invisible. Puis échanger quelques bons mots avec les gentils faiseurs de pluie est toujours de bon aloi. Et juste avant de croiser la haute tour de guet, là où se tient généralement la fille du Nord, vous verrez dans les brumes lointaines se dresser les vénérables montagnes de l'âme. Alors, il vous suffit de bien repérer la grande colonne de feu, l'éternelle gardienne des dogmes sacrés. Il se pourrait même que vous croisiez l'énigmatique cavalier du Louvre qui pourrait, selon son bon vouloir, vous offrir une rose rouge de Bagdad. Alors là, vous aurez un sacré coup de chance. Sinon, tous les givres de la nuit, en contre-attaque massive, vont prendre d'assaut toutes les lignes de fond, et ainsi annihiler la saga du roi dragon. N'en restera plus que le livre des mirages, où le serment incantatoire du désert appellera les stériles guerres de fer. En revanche, c'est dans les brouillards d'hiver que se dressera la femme en vert, rose pourpre et lys bleu en main, qui de son trône d'airain proclamera la venue prochaine d'un mystérieux roi jaune en provenance de la lointaine Indochine. Mais à la guerre comme à la guerre, je décidai sur le champ de convoquer la table des philosophes, où Héraclite lui-même me confie ce mot à titre de réflexion. « Mon cher Balbise, n'oubliez jamais qu'au pays des aveugles, le borgne est roi. » Alors, beaucoup de rumeurs avaient déjà commencé à enclencher les engrenages de la haine, ce qui me poussa à suivre la piste du renard, pour finalement aboutir au mât des alouettes où les pierres du temps retiennent tout le feu primordial des cendres de la colère. Ce qui eut un effet tout à fait imprévu sur ma ligne de flottaison, et m'obligea à chercher fébrilement d'où venait le vent. Et c'est exactement là que je tombai pile sur mon ennemi intime, qui me dit sans vergogne « So, like a rolling stone, eh ?» Et puis, sur un ton menaçant,
Au moment voulu, je te retrouverai, Monica Letiche. Merde, me dis-je, mes carottes sont cuites. Mais, bizarrement, j'avais l'étrange impression qu'il y avait erreur sur la personne. Bon, quoi qu'il en soit, et avant que tout ça ne vire en foire d'empoigne, je fis appel à l'homme qui a vu l'ours, qui me suggéra de consulter plutôt la fée des mouches à feu. Bien mal m'en pris, car cette nouvelle effervescence convergeait dangereusement vers l'éradication de toute possibilité d'irruption du vivant. Encore une journée pourrie qui s'annonce, me dis-je avec renoncement. Mais je ne fais ni une ni deux, et je me précipite au bureau des possibles, où je tombe inopinément sur la quintessence des rois mongols, qui me parle avec envoûtement de légendaires armadas invisibles et des influx magnétiques perfides, stratifiés en vastes pendages concomitants. Et voilà ce qui entraîna fatalement de sombres vaporisations incantatoires, précédant l'ultime crépuscule des dieux qui annoncera 500 ans de solitude amère. Et c'est dans le tableau de l'apothicaire que se révélera l'ultime témoin du peuple de la mer, fredonnant une belle complainte dans la nuit, alors que s'amènera l'inévitable guerre en paradis. Toutefois, il faut bien admettre que toute cette érudition lanternante face à un monde vacillant et avec toute cette pléthore de pieux mensonges offrait d'incroyables arabesques qu'on pouvait facilement confondre avec une opérette à Ravensbrück ou peut-être même un séjour dans l'archipel du Goulag. Mais voilà t'y part alors que j'étais à écouter la très bruyante ouverture 1812 de Tchaïkovski. Une nouvelle spirale spatio-temporelle me précipite irrésistiblement en plein cœur du quartier général de l'état-major russe, où je reconnais sans peine le général Kutuzov, s'entretenant avec un lieutenant-colonel dont la figure m'était étrangement familière. J'assistai alors au dialogue suivant. « Général Kutuzov, nous avons vaillamment repoussé les troupes de Napoléon au-delà de la Bérésina. Faut-il poursuivre l'attaque? Lieutenant-colonel Dmitri Mihailovitch Balbizirov, je vous mets à la tête de 2 escadrons de Cosaques et taillez-moi en pièces cette racaille. À vos ordres, mon général. » Nous étions en novembre 1812 en pleine retraite de la grande armée de Bonaparte. Et c'est ainsi que, sous les accords fracassants du final de l'ouverture 1812, je vis les hordes de Cosaques s'abattre sur les troupes françaises en déroute. Puis, brusquement, je revins à la réalité. Un petit verre de vodka, peut-être. Skål! Toutefois, il faut bien admettre que toute cette que toute cette que toute cette